Merci beaucoup, merci pour l'introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très très heureux d'être là avec vous pour réfléchir sur ces thématiques aujourd'hui. Alors là, l'idée c'est de vous parler pendant un gros quart d'heure de l'imagerie prédictive. Qu'est-ce que l'imagerie prédictive? Essayer de le recentrer dans le débat qui a été initié aujourd'hui. Alors, l'imagerie prédictive, ça s'inscrit dans l'analyse prédictive au sens large, qui consiste à exploiter des données diverses, complexes, dans le but de prédire des résultats futurs. Donc c'est quelque chose d'assez large, et pour cela, on va utiliser des volumes de données aujourd'hui qui sont extrêmement importants, extrêmement complexes, extrêmement hétérogènes, et donc on va se servir d'outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de construire des modèles statistiques. C'est quelque chose qui est important, hein. On fait des analyses statistiques, on prédit des risques de comportement futur. Et ces modèles vont être entraînés, validés, modifiés si besoin en fonction de données qui vont arriver et se modifier au cours du temps. Et donc dans le domaine de l'imagerie prédictive, ça revient encore une fois à gérer toutes ces données d'imagerie extrêmement complexes, extrêmement hétérogènes, extrêmement nombreuses également, dans plusieurs buts. Ça peut être d'identifier des terrains à risque chez des patients qui ne sont pas des patients, qui ne sont pas malades, qui ne sont pas porteurs de facteurs de risque connus. Ça peut être chez des patients qui ont un facteur de risque, d'identifier ceux qui sont susceptibles de faire des complications, de développer une autre maladie liée à ces facteurs de risque. Et puis ça peut être aussi de prédire la gravité ou le bon pronostic de pathologie chez des patients qui ont déjà une pathologie identifiée. Et évidemment, ces modèles prédictifs doivent permettre derrière de mettre en œuvre des stratégies, soit de prévention, soit d'optimisation de la prise en charge thérapeutique si une maladie est déjà connue. Et donc tout cela s'appuie encore une fois sur des modèles à base d'intelligence artificielle qui vont être développés, validés et upgradés au cours du temps en fonction de ce que l'on veut démontrer. Alors la première catégorie, je vous le disais, sont des patients chez qui une maladie est déjà connue. Chez ceux-là, on ne va pas chercher à prédire l'apparition d'une maladie, mais on va chercher à prédire l'évolution de cette maladie, le pronostic du patient. Le pronostic peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être, est-ce que le patient va pouvoir bénéficier d'un traitement ou est-ce que ce traitement n'a pas lieu d'être pour ce patient. C'est essayer de prédire pour un traitement donné quelle va être la réponse à ce traitement, quel va être le risque que la maladie revienne après ce traitement, et puis globalement quelle va être la durée de vie du patient sans que la maladie revienne, ou la durée de vie complète de ce patient. Est-ce qu'on est capable de prédire ça chez un patient qui a déjà une maladie chronique? Et donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est utilisé de plus en plus en routine, et cette imagerie prédictive, je vais beaucoup vous illustrer mes propos avec l'imagerie du foie, hein, qui est vraiment le prisme de mon activité clinique, mais si on prend l'exemple de ces deux patients en haut et en bas qui ont bénéficié d'une IRM du foie pour une maladie du foie connue, ces deux patients ont un cancer du foie, leur maladie est connue et étiquetée, est-ce qu'on est quand même capable de prédire un certain nombre d'éléments péjoratifs ou à l'inverse de bons pronostics chez ces patients? Eh bien c'est ce que l'on fait aujourd'hui en imagerie. On ne se contente pas uniquement d'essayer de faire un diagnostic, mais on cherche à extraire une information prédictive, même et surtout dans le domaine de la cancérologie. Et pour prendre l'exemple de ces cancers du foie, eh bien on sait que l'hétérogénéité de ces lésions, la présence de certains signes, et notamment des lésions qui vont être très remaniées, comme c'est le cas dans celle du bas, eh bien, sont de mauvais pronostics. Et donc on est capable de prédire un pronostic plus défavorable pour le patient dont l'imagerie est en bas par rapport au patient dont l'imagerie est en haut. Pourtant, tous les deux ont un cancer du foie à peu près de la même taille, localisé au même endroit. Donc on est capable de prédire l'évolution, et effectivement, les patients qui présentent le cancer du foie avec cet aspect très hétérogène comme en bas, eh bien, ils ont une survie globale qui va être inférieure aux autres. Donc on est capable de prédire la suite et peut-être de guider les traitements qui sont le plus à même d'être proposés pour ces patients et qui vont être différents pour le patient du haut et pour le patient du bas. À côté de ces patients qui ont déjà une maladie connue et dont on cherche à finalement prédire la trajectoire de cette maladie,
il y a les patients qui ne sont pas malades, mais qui ont un facteur de risque qui pourrait les amener vers une maladie. Et donc, dans cette population spécifique exposée à un facteur de risque connu, finalement, on va essayer de prédire le développement d'une anomalie liée à ce facteur de risque. Si on prend encore un exemple sur les maladies du foie, ça peut être, dans le cadre des maladies chroniques du foie, d'essayer de prédire l'évolution de cette maladie chronique, l'évolution de la fibrose du foie associée à cette maladie chronique, parce qu'on sait que l'évolution de cette fibrose va mener à la cirrhose, qui peut entraîner un certain nombre de complications, le cancer du foie, mais d'autres complications aussi, qu'il est important de prédire. Et donc là encore, on va essayer de prédire chez ces patients qui ont une maladie chronique du foie l'évolution vers une atteinte plus grave et les complications de cette maladie chronique du foie. Et donc pour ça, on développe un certain nombre d'outils en imagerie qui vont permettre de prédire cette évolution et de quantifier cette fibrose dans le foie. Et puis à côté, il y a la population générale, où là, on est face à des personnes qui n'ont pas de facteur de risque identifié, mais chez qui on va découvrir des anomalies et chez qui on va prédire l'arrivée potentielle de maladies ou chez qui on va prédire le risque de sévérité d'anomalies que l'on va trouver. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'imagerie d'opportunité. Je pense qu'on va en reparler ensuite dans la matinée. Et donc là, se pose la question de, dans cette population générale, quels sont les outils qu'il faut utiliser, on en a déjà parlé avant, pour essayer de faire ces diagnostics d'opportunité. Est-ce qu'il faut essayer de les faire ou non, ou est-ce qu'ils se font lorsque l'on cherchait à répondre à une autre question? Ça, c'est une autre approche. On sait qu'un grand nombre d'outils dits des marqueurs morphométriques sont aujourd'hui développés, sont utilisés par endroit en routine. Dans la plupart des endroits, quand même, les radiologues ne l'utilisent pas en routine, mais on est capable aujourd'hui d'extraire un certain nombre d'informations, vous voyez, liées à la composition en muscles, en gras, la composition osseuse, de regarder la graisse dans le foie, de regarder l'état des artères, et de tous ces paramètres, finalement, on va pouvoir prédire des risques chez des patients qui n'ont pas de maladie connue. Et donc pour illustrer ça, je vous présente une étude très intéressante faite par le pionnier de l'imagerie d'opportunité qui est Perry Pickard aux États-Unis, qui s'est intéressé à envoyer plus de 9000 patients qui ont passé un scanner de l'abdomen et du pelvis dans le cadre d'un dépistage de cancer colorectal. Des patients qui n'ont pas de maladie connue, qui viennent, ils sont en très bonne santé, ils n'ont pas de pathologie particulière. Et à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, les auteurs se sont intéressés à mesurer la masse musculaire de ces patients, la composition de la graisse entre les viscères et puis de la graisse sous-cutanée, et puis les calcifications de l'aorte. Et à partir de ces éléments-là, ils ont essayé de voir s'ils étaient capables de prédire des choses extrêmement graves, puisqu'il s'agit de la survenue d'événements significatifs dans les 10 ans qui suivaient la réalisation de cet examen. Et un événement significatif, c'était la survenue d'une fracture liée à de l'ostéoporose, d'un accident cardiovasculaire ou d'un décès. Donc des choses vraiment significatives. Chez des patients, encore une fois, en parfaite santé, qui n'ont pas de maladie connue, ou en tout cas de facteurs de risque identifiés avant cet examen. Et à partir uniquement de ces éléments-là, la masse musculaire, la graisse et les calcifications de l'aorte, ils ont été capables de séparer ces populations avec des performances tout à fait intéressantes, puisqu'ils ont regardé quels étaient les seuils optimaux pour ces 3 paramètres, la graisse, le muscle et puis la quantité de calcification sur l'aorte. Et en trouvant des seuils optimaux, ils ont obtenu, vous voyez, des sensibilités et des spécificités autour de 70% pour prédire ce risque d'un événement significatif dans les 10 ans. Ensuite, ils se sont dit, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est être très spécifique. On veut pouvoir affirmer avec une grande spécificité ce risque. Et donc là, si on met un seuil à 90% de spécificité, par contre, évidemment, la sensibilité de leur outil s'effondre et on est avec des sensibilités qui deviennent inférieures à 50%. Mais donc, ils ont identifié des seuils qui permettent de prédire un risque d'événements graves.
Alors évidemment, cela soulève plusieurs questions. La première, c'est que il y a une notion qui est absolument fondamentale, c'est la maîtrise de l'instrumentation. Tous les outils tous les biomarqueurs que l'on extrait aujourd'hui en imagerie avec ces outils d'intelligence artificielle, ils sont extrêmement dépendants de l'instrumentation, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles on obtient ces biomarqueurs, donc du matériel que l'on utilise, de la façon dont on paramètre ces outils, que ce soit nos scanners, nos IRM, le post-traitement qui va être fait après, évidemment, tout cela va avoir une influence extrêmement importante sur les biomarqueurs que l'on extrait et donc sur l'interprétation que l'on peut en faire. Et puis il y a la question de que veulent dire ces scores finalement, dire à un patient vous avez 68% de chances de développer un événement significatif dans les 10 ans, mais quelle valeur ça a à l'échelle d'un individu? Ce sont des probabilités, encore une fois, on est sur des modèles statistiques, on évalue une probabilité à l'échelle d'une population, quelle valeur cela a à l'échelle d'un patient? C'est quelque chose qui est probablement complexe à appréhender. Et donc tout cela suscite un certain nombre d'enjeux, je vous le disais, instrumentaux. Toutes les modifications que l'on va pouvoir faire en termes d'instrumentation vont avoir un impact sur la validité de ce que l'on dit derrière, des résultats fournis par nos logiciels d'intelligence artificielle, et donc il faut être capable de maîtriser parfaitement cette instrumentation pour garantir la validité des scores que l'on sort derrière. Il faut effectivement faire attention aux données que l'on a et à la validation de nos algorithmes. Là encore, dès que l'on a des données modifiées, dès que l'on s'intéresse à une population de personnes différentes de celles abordées pour construire nos modèles d'IA, eh bien la validité de nos paramètres ne va plus être bonne. Et puis bien sûr des enjeux éthiques, et c'est le cœur de la discussion aujourd'hui. De par la diffusion de ces outils technologiques, se posent des questions évidemment, que faut-il voir et chez qui? Est-ce qu'il faut tout voir ou non? Est-ce qu'il faut essayer de tout prédire et non? Est-ce que cette démarche prédictive, elle doit se faire à l'échelle d'une population, comme dans l'exemple que je viens de vous montrer, où on regarde à l'échelle d'une population si on est capable de prédire la survenue de certains événements ou l'évolution d'une maladie connue, ou bien est-ce qu'il faut aller vers l'échelle de l'individu, qui n'est pas forcément demandeur, on en a parlé, qui n'est pas forcément symptomatique, qui souvent ne l'est pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Je crois que ça a déjà été abordé et que c'est un point extrêmement important. Et ce que je voudrais souligner, c'est que, alors je ne suis pas forcément complètement d'accord avec la dernière intervention, je pense que le médecin, et en l'occurrence ici le radiologue, doit rester au cœur de l'information et de l'échange, que être capable de délivrer l'information, d'expliquer l'information aux patients, c'est vraiment le rôle du médecin, et ici le rôle du radiologue, parce que, encore une fois, c'est lui qui a la maîtrise pleine des outils, c'est lui qui connaît les outils qui ont été utilisés pour générer ces biomarqueurs d'imagerie, et c'est donc lui qui est le plus à même de remettre ces résultats dans une approche globale du patient et d'expliquer au mieux aux patients ces éléments. Alors effectivement, se pose la question du temps pour ça. Il y a tout un modèle probablement à repenser pour générer ce temps médical qui est absolument indispensable. Évidemment, cela doit se faire dans le respect du patient et notamment le droit du patient de ne pas connaître ses résultats, ça me paraît absolument indispensable. Et également dans l'échange avec les médecins demandeurs. Et là encore, je pense qu'il y a un rôle central du radiologue dans l'information auprès de ses confrères, des résultats obtenus et de leur interprétation. Et donc, effectivement, ces nouvelles technologies ouvrent un champ absolument immense de l'imagerie prédictive où on vient aujourd'hui avec une question, ce que l'on disait, et on peut repartir avec un certain nombre d'informations que l'on n'attendait pas, que l'on ne souhaitait peut-être pas, mais qu'il va falloir quand même prendre en compte, au moins du côté du médecin. Et donc la notion de consentement est absolument indispensable, doit être au centre de cet échange entre le radiologue et le médecin. Il faut expliquer ses actes, il faut expliquer les résultats que l'on obtient, et il faut structurer ces échanges avec le patient, et encore une fois, le faire dans une approche holistique. Il faut vraiment que le médecin radiologue ici intègre ces découvertes d'anomalies qui n'étaient pas prévues, ces incidentalomes, ou ces scores prédictifs d'évolution d'une maladie, dans une prise en charge globale du patient, et en aucun cas il ne faut déconnecter ces éléments que l'on peut trouver de manière fortuite ou que l'on peut prédire grâce à des modèles abstraits. En aucun cas il ne faut
détacher ça de la prise en charge globale des patients. Voilà, c'est ce que je voulais vous introduire sur l'imagerie prédictive. Je vous remercie.